Bienvenue à la troisième édition des Rencontres d'Averroès. Nous tenons les uns aux autres par la parole. Ainsi parlait Montaigne. Or, ils ont cherché à nous faire taire, à imposer le silence, il y a près d'un an, une certaine nuit du 13 novembre. À peine commencées, les Rencontres d'Averroès de l'année dernière ont été arrêtées par la violence, par la terreur dans la ville, par l'assassinat indistinct. Ils ont tenté de briser le rêve d'un possible monde commun. Et maintenant, nous tenons les uns aux autres par la parole. Et nous allons continuer avec cette nouvelle édition des Rencontres d'Averroès 2016. Cette promesse de les continuer a été tenue et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui si nombreux au théâtre de la Criée en ce 11 novembre, jour d'armistice, jusqu'au 13 novembre, dimanche prochain. Nous allons nous retrouver autour d'une question, surmonter la faille. Et c'est autour de 4 lignes de faille qui se dessinent sous nos pas que les Rencontres d'Averroès sont construites cette année. Faille généalogique, historique, géopolitique et dans la cité, qui donc forment ces 4 tables rondes qui seront à chaque fois animées par un de nos partenaires médias qui accompagnent les Rencontres d'Averroès cette année, Jean-Christophe Ploquin aujourd'hui, qui est rédacteur en chef de La Croix, Joseph Confavreux de Mediapart, Daniel Desesquiel de RFI et de France Média Monde, et enfin dimanche, Jean-Marie Durand pour Les Inrecuptibles. Sans oublier bien sûr nos partenariats avec La Marseillaise, Antilo et Zibline, qui sont si attentifs à ces Rencontres d'Averroès, dont c'est donc aujourd'hui la 23e édition. J'ajoute aussi France Télévisions, qui est en train de tourner, à l'occasion de ces rencontres, un documentaire de 30 minutes, et qui va prendre des images de cette salle et d'un certain nombre de propos des intervenants. J'ai choisi de mettre en exergue des rencontres cette phrase de Hannah Arendt, « Penser l'événement pour ne pas succomber à l'actualité ». Et Dieu sait si le flot de l'actualité nous entraîne là où on ne veut pas aller. Et je pense que l'élection récente aux États-Unis en est une cruelle illustration. Penser la Méditerranée des deux rives, qui est le sous-titre depuis le début des Rencontres d'Averroès, donc dans la réciprocité des regards, des approches, des critiques. L'horizon des Rencontres d'Averroès est dans cette quête, dans cette attente, dans ce principe espérance d'un possible monde commun entre une rive et l'autre de la Méditerranée. Même si notre mer Méditerranée s'est transformée depuis quelques années en mort Méditerranée. Et je voudrais saluer ici le travail assez extraordinaire fait par cette ONG qui a été lancée à Marseille, qui s'appelle SOS Méditerranée, et qui a sauvé, par sa seule initiative, qui a sauvé 5000 personnes de la noyade. Reprendre la parole pour surmonter la faille, en regardant bien en face les ténèbres, le tragique, les puissances de la mort qui requièrent en nous des puissances de la vie plus grandes encore. Surmonter la faille pour ne pas glisser dans un gouffre, celui de la guerre de tous contre tous, qu'un certain nombre de prophètes de malheur dans lesquels elle voudrait nous entraîner. Ce sursaut est possible à partir de l'expérience d'une ville comme Marseille. La vie commune doit avoir conférence aux autres vies. Encore Montaigne, que cite volontiers Ali Ben Marklouf, que vous allez entendre tout à l'heure, dans ce beau livre qui vient de sortir sur l'art, la conversation comme manière de vivre. C'est bien ce que nous recherchons ici, dans ces Rencontres d'Averroès, qui, au fond, n'existeraient pas sans un travail collectif de très grande ampleur. Et je voudrais saluer ici l'immense travail de toute l'équipe qui a porté ces Rencontres d'Averroès, de l'association des livres comme des idées. Je voudrais les saluer ici nommément parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, et il y avait vraiment un risque que les Rencontres d'Averroès
disparaissent, c'est grâce à leur immense travail. Donc Nadia Champem et Fabienne Pavia, qui co-dirigent ensemble cette association, Myriam Chetan, Amandine Tamayo et Charline Pourret, Julie Gardère et Étienne Russias, Lotfi Aouled, Julien Frénois et Juliette Subira. Et je ne voudrais pas oublier... Merci pour elle. Je ne voudrais pas oublier aussi le bureau de presse, deuxième bureau, qui a accompagné donc Daniela Jacquet, Oriane Delacroix et Martial Aubeniche. Il est important de savoir qui porte, qui se mobilise pour faire exister ces rencontres. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement, là aussi pour leur détermination, leur implication dans ces rencontres d'Averroès et dans leur devenir, Anne-Marie Destiendorf, qui est adjointe à la culture de la ville de Marseille, Sébastien Cavalier et Pascal Raoust, sans qui cette nouvelle édition des rencontres n'existerait tout simplement pas. Je voudrais remercier enfin Macha Makayev et toute l'équipe de La Criée pour leur hospitalité. Il est vraiment très important, et on le sent dans la circulation qu'il y a de l'énergie dans cette salle, d'être au théâtre de La Criée sur le port de Marseille. Oui, reprendre la parole alors qu'ils ont cherché à nous faire taire il y a un an. Comme l'a si magistralement écrit l'ami Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale au Collège de France, écoutons Victor Hugo. Tenter, braver, persister, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victime ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Il en est un autre qui m'est très cher, qui lui aussi a étonné la catastrophe. C'est Albert Camus, fondateur de cette idée de la pensée de midi, qui s'est donné les moyens de comprendre le terrorisme. Et encore une fois, compréhension ne vaut pas adhésion. Donc au moment de la guerre d'Algérie, Albert Camus écrit à celui qui était encore son ami, le poète Jean Sénac, dans une lettre du 10 février 1957. Et il dit ceci. « Le héros des justes refuse de lancer sa bombe lorsqu'il voit qu'en plus du grand-duc qu'il a accepté d'abattre, il risque de tuer 2 enfants. Ce refus, cette certitude passionnée qu'il y a dans le meurtre et dans l'injustice une limite à ne pas dépasser, je les ai donnés en exemple dans ma pièce et dans L'homme révolté, parce qu'ils sont les seuls, selon moi, à garder à la révolte sa vérité et sa grandeur. Ma position n'a pas varié sur ce point, et si je peux comprendre et admirer le combattant d'une libération, je n'ai que dégoût devant le tueur de femmes et d'enfants. La cause du peuple arabe en Algérie n'a jamais été mieux desservie que par le terrorisme civil, pratiqué désormais systématiquement par les mouvements arabes. Et ce terrorisme retarde peut-être irréparablement la solution de justice qui finira par intervenir. Et enfin, Camus, dans ses chroniques algériennes, disait « Il ne s'agit pas de crever séparément, mais de vivre ensemble. » Là est le principe espérance qui nous guide pour ces rencontres d'Averroès. Je vous souhaite une belle 23e édition de ces rencontres. Je vous remercie pour votre attention et place maintenant à Jean-Christophe Loquin pour ce premier débat. Merci Thierry. Et puisque tu as décerné un certain nombre de remerciements, je me permets de te remercier parce que si les rencontres d'Averroès continuent, c'est en grande partie grâce à toi. Nous allons donc mener cette table ronde avec un premier temps durant lequel il y aura un débat au niveau de la table ronde elle-même et puis un deuxième temps où vous pourrez poser des questions. Et la première personne à intervenir est mon voisin, Ali Ben Maklouf. Vous êtes philosophe. Votre dernier ouvrage paru, Thierry en a parlé, La conversation comme manière de vivre, est paru chez Albin Michel en septembre 2016. Vous avez des attaches au Maroc, vous vivez à Paris
et vous êtes, je crois, un habitué des rencontres d'Averroès. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre sur Averroès en 2009, vous en avez écrit un autre sur l'héritage oublié des philosophes arabes. Et c'est un peu ce qui nous amène à vous interroger aujourd'hui sur cette recherche de retisser du lien, je dirais, à travers les âges et d'essayer de comprendre aujourd'hui où nous vivons effectivement le sentiment d'une faille, d'un fossé entre rive sud, rive nord, entre islam, christianisme, entre différentes sociétés. Finalement, si on retourne vers et à la lecture des philosophes arabes, Al-Kindi, Al-Farabi, Averroès, qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on gagne à les relire aujourd'hui, à les redécouvrir aujourd'hui, comme vous nous y invitez? Merci beaucoup de me donner la parole sur ce point. Je remercie Thierry Fabre et toute l'équipe des rencontres de leur invitation. Il est vrai que essayer de reconstituer une continuité là où une faille apparaît, où une rupture apparaît, comme le souligne l'introduction de Thierry Fabre, c'est important. Et la continuité dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une continuité, il est vrai, propre à mon domaine, qui est une continuité intellectuelle, qui bien sûr a aussi une forme historique, et cette continuité, c'est tout simplement se mettre sous l'égide de l'intellect. Et les philosophes arabes, quand vous demandez qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment les entendre et quel écho peuvent-ils avoir aujourd'hui pour nous, c'est précisément cette idée de se mettre sous l'égide de l'intellect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord éviter toutes les limites que peuvent nous donner une perception immédiate de notre monde. Amartya Sen, qui est un grand économiste et philosophe contemporain, dit que nous vivons une période d'incarcération civilisationnelle. C'est l'expression qu'il utilise. L'incarcération civilisationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons qu'il y a des catégories rigides qui classent les gens sous la forme de monde musulman, de monde occidental, de monde bouddhiste, de monde américain, de monde asiatique, etc. Or, précisément, cette façon de compartimenter les gens fait qu'on les rapporte à des appartenances exclusives pour mieux les séparer les uns des autres, pour finalement introduire une forme infranchissable, une faille insurmontable. Et comment lutter contre cette incarcération civilisationnelle? Eh bien, peut-être en ouvrant ce grand chantier de l'histoire de la pensée et de la pensée philosophique notamment, et qui consiste à indiquer tout d'abord que l'humanisme se conjugue au pluriel. Ça, c'est un premier point de ce que je voudrais souligner. Il y a des humanismes, il n'y a pas un humanisme. Jacques Goudy, grand historien, anthropologue du XXe siècle, a souligné combien il y a eu une exclusive de l'humanisme occidental qui a précisément rendu exotiques les autres cultures, notamment la culture islamique, si bien que de temps en temps on s'émeut quand on rencontre un Chinois ou un Arabe et on a l'impression de communier dans l'universel du genre humain. Alors cette idée qu'en fait l'autre est l'exotique et qui n'appartient pas à la même histoire connectée, à la même histoire commune, c'est véritablement une perception immédiate contre laquelle toute l'histoire de la pensée philosophique et notamment de cette pensée riche du Moyen-Âge lutte. Alors, est-ce qu'on peut parler d'humanisme musulman au Moyen-Âge? On peut parler... Alors, si vous permettez, je vais reprendre justement cette pluralité. Le pluralisme, comment l'entendre? Si je prends maintenant l'exemple des philosophes arabes, c'est qu'ils ne se sont jamais pensés comme appartenant à une culture isolée.
ils ont toujours pensé que la culture était connectée, interconnectée. Et elle était connectée avec le monde grec, de laquelle les séparait quelques siècles. Et comment s'est faite cette connexion et cette revendication? Ils ne se sont jamais formulés comme des musulmans par rapport à des Grecs qui auraient été des païens. Jamais. Ils appellent les philosophes grecs al-Qodama, les anciens. Donc c'est véritablement comment valoriser un patrimoine ancien par rapport à une actualité médiévale. Donc ça, c'est un enjeu très très important parce que très souvent, par rapport à ce que j'ai dit sur l'incarcération civilisationnelle, on pense que la religion enferme. Ils étaient tous musulmans, mais aucun ne se rapportait aux Grecs comme à des non-musulmans, mais comme à des anciens. Ça, c'est un enjeu très important. Le second enjeu, et tout ça, ce sont des paramètres pour arriver à cette notion d'humanisme sur laquelle vous m'interrogez, le second paramètre, c'est de dire effectivement, les anciens ont construit une philosophie. Le mot philosophie, comment l'importer dans une structure, que ce soit celle de Bagdad ou celle de Cordoue en Andalousie, où le mot n'est pas présent dans le texte sacré. Quand vous ouvrez le Coran, il n'y a pas le mot falsafa, jamais. Eh bien, il y a en revanche le mot hikma, le mot sagesse. Et ce qu'ils vont faire, c'est une construction stratégique pour introduire la philosophie comme la sagesse dont parle le Coran. Et cette stratégie d'introduction de la philosophie par le biais de la sagesse a été un tour de force extraordinaire qui a permis, et Pauline Cochette en parlera, qui a permis précisément le développement de tout un savoir profane et non pas religieux autour de la médecine, de l'astronomie, des mathématiques, de la connaissance du monde qui nous entoure. Donc, première stratégie très importante, les anciens ne sont pas, les Grecs ne sont pas des polythéistes qu'on va ignorer par rapport à une religion qu'on va surévaluer. Non, ce sont des anciens. Deuxième caractéristique, c'est que précisément la sagesse, la philosophie dont il parle, c'est la sagesse dont parle le Coran. Et donc, le savoir démonstratif promu par quelqu'un comme Aristote, c'est exactement la sagesse dont parle le Coran, parce que le Coran parle de la sagesse comme d'une haute forme parfaite de connaissance. Or, la démonstration dans les sciences est la haute forme de connaissance. Il ne s'agit pas de dire que dans le Coran, il y a de la démonstration, mais le Coran dit qu'il faut aller chercher précisément la sagesse. Et être en quête de sagesse, c'est être en quête d'un savoir validé. Si bien qu'on va avoir une histoire de la vérité, et ça c'est la vraie continuité, non pas plusieurs vérités morcelées, non pas la foi et la raison, pas du tout. Il n'y a pas, c'est d'ailleurs une crampe mentale de parler de la foi et de la raison. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ont la foi, d'autres des gens qui ont la raison, si bien que ceux qui ont la raison vont traiter les gens qui ont la foi d'absurde. Oui, mais alors là, vous soulevez un lièvre, là, parce que... Je suis là pour ça. Oui, exactement, et je vous en remercie, et je suis là pour les chasser. Aujourd'hui, souvent, on oppose foi et raison. Ben oui, si vous me permettez, je vais justement ne pas les opposer, parce que le mot foi n'a pas besoin de religion pour exister. Savez-vous que le 5e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de la foi dans les droits humains? On a une foi dans les droits humains. Si vous le mettez dans le cadre précisément de la raison, au sens que vous pouvez toujours opposer une autre raison, vous allez fragiliser les droits humains. Donc la foi, ce n'est pas spécialement quelque chose de religieux. Deuxième point, leur thématique n'était pas celle de la foi et de la raison, c'était celle de la loi divine et celle de la sagesse. Comment concilier un donné extérieur qui arrive par une parole inspirée, qui est celle de la révélation, avec ce que peut produire un intellect et qu'on va appeler la sagesse et que j'ai appelé la démonstration. Et donc, si vous déplacez les choses autour de la loi et de la sagesse, vous n'allez pas avoir cet affrontement qui, à mon sens, est vraiment absurde, de l'affrontement entre la foi et la raison. Et dernier point, si vous permettez, c'est que cette belle histoire continue des Grecs au Moyen-Âge par la philosophie, elle a été brisée
complètement au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, on a dit que ces peuples qui sont musulmans sont endormis depuis longtemps, il va falloir les réveiller par une colonisation, et Ernest Renan a dit des choses que même Marine Le Pen ne dirait pas aujourd'hui. C'est un peuple, dit-il, les peuples musulmans, ce sont des peuples qui sont pris dans la tautologie Dieu et Dieu. Ils répètent pendant 600 ans Dieu et Dieu. C'est un peuple sémitique qui a rétréci son cerveau. Je cite Renan, ce n'est pas mes phrases, qui a rétréci le cerveau et que donc précisément il a introduit une rupture, une faille dont nous payons aujourd'hui encore au niveau de la connaissance académique beaucoup d'effets par le fait que cette philosophie a été peu traduite, ça commence maintenant, que cette philosophie n'a pas fait partie du patrimoine commun de la philosophie. Or, c'était le cas au Moyen-Âge et à la Renaissance. Pic de la Mirandole, Discours de la dignité humaine, 1486, il parle d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, d'Averroès, dont vous avez parlé, comme de la figure même de l'intellectuel, pas arabe, pas musulman, de l'intellectuel tout court, parce qu'ils se sont mis sous l'égide de conduire leur vie selon l'intellect. Mais n'y a-t-il pas une responsabilité aussi, je dirais, interne au monde musulman, avec peut-être que cette réflexion, justement philosophique, s'est arrêtée d'elle-même, finalement. Mais il n'y a pas de monde musulman, mon cher ami. J'ai dit que l'incarcération civilisationnelle était de dire qu'il y a des mondes. Nous vivons dans un même monde. Nous sommes une même humanité. Et alors, quand même une question. Il n'y a pas eu de successeur à Averroès. Mais bien sûr qu'il y a eu, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Grenade, Fès, Tombouctou, Tlemcen, ce polygone de connaissances est extraordinaire. Le désert n'est pas vide. Tombouctou, il y a des milliers et des milliers de manuscrits. On l'a su quand ils ont été menacés dernièrement par le fait qu'ils ont été pour beaucoup détruits. C'est vrai que ce sont des dimensions qu'on connaît peu. Il n'en reste pas moins que, et vous le dites très bien dans votre livre Pourquoi lire les philosophes arabes, que la philosophie est devenue une science étrangère et que la réfutation a été extrêmement profonde. Le combat pour expulser la pensée critique à l'intérieur de l'islam, je ne sais pas si c'est le monde musulman, sûrement pas pris comme une essence, puisqu'il est plein d'interactions avec tous les autres mondes, notamment le monde grec, mais quand même, je veux dire, il y a dans une dimension endogène, une profonde relégation qui a construit sa propre faille. Une profonde relégation depuis les indépendances, parce que les pays ne se sont pas construits par l'éducation et la santé, c'est-à-dire les seuls biens humains communs. Il y a eu un déficit éducatif depuis 60 ans qui fait que maintenant, des gens comme Trump disent encore qu'il faut coloniser l'Afrique pour un siècle. C'est cela précisément, c'est parce qu'il y a eu un déficit. La seule chose qui donne de l'autonomie aux gens, la seule chose qui permet précisément de répondre et de réfuter, la seule chose qui fait que je suis invité sur ce plateau, c'est que j'ai le verbe. Et le déficit éducatif fait que des gens relégués sont tout de suite pris comme bouc émissaire pour leur faire admettre n'importe quoi. Merci, ben voilà. Voilà un propos qui permet de combler des failles. Et alors, Fethi Benslama, Ali Ben Makhlouf vient de parler de gens relégués. Alors vous, dans un tout autre domaine, vous êtes psychanalyste. Le dernier ouvrage paru sous votre plume, c'est donc Un furieux désir de sacrifice, le sous-titre Le sur-musulman, paru au Seuil en mai 2016. Vous avez un travail de clinicien, vous rencontrez aujourd'hui et ces derniers mois beaucoup de jeunes qu'on appelle radicalisés. Vous travaillez sur les failles, les blessures psychiques des individus. Votre métier vous conduit au plus profond de l'intime, de la personnalité, mais aussi finalement du tissu social. Et finalement, dans ces failles, quelle est la part, je dirais, d'une blessure d'un certain idéal musulman ? Merci, bonjour. Je vais rebondir à partir d'une ligne que Ali Ben Makhlouf a empruntée quand il a commencé à parler des philosophes musulmans
qui ont repris, se sont sentis héritiers de la philosophie grecque. Autrement dit, qu'ils n'ont pas posé le problème en termes d'appartenance, mais d'héritage. Et une des questions aujourd'hui qu'on peut poser, et que beaucoup se posent, et que les jeunes que je rencontre dans la banlieue, dans la cité des 4000, amènent cette question de l'héritage. De quoi sommes-nous héritiers ? On peut être héritier de beaucoup de choses, on n'est pas obligé d'être héritier de ce que nos parents ou nos ancêtres nous ont donné. On peut hériter d'autres personnes, d'autres références. C'est ce qui fait que, par exemple, Thierry Fabre se sent depuis 20 ans héritier d'Averroès. Au moins 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il en devient et se sent l'héritier ? Qu'est-ce qui fait que... pardonnez-moi, je parle de moi-même. Je suis quelqu'un qui est né en Tunisie et que un jour, je marche dans la Médina de Tunis, je tombe sur l'interprétation des rêves de Freud traduite en arabe et je la lis et subitement, je me destine à devenir psychanalyste, donc héritier de Freud, un Viennois. Voilà. C'est aujourd'hui la question de l'héritage, de quoi nous sommes héritiers, et la question que se posent les musulmans, et pas seulement que les musulmans, en France aussi. De qui sommes-nous, de quoi sommes-nous l'héritier ? De la Révolution Des Gaulois. Des Gaulois, certains. Voilà. Donc la question de l'héritage. Et la question de l'héritage et du tri. Parce qu'être héritier ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'on nous laisse, on nous lègue. Nous avons à trier. Alors, il y a eu, pour parler d'un aspect de la faille, lorsque l'Occident entre dans le monde musulman, on peut prendre l'arrivée de Napoléon, de l'expédition en Égypte. Elle arrive avec des bateaux de savoir et des armées en même temps. Et Napoléon, voilà, ça c'est deux aspects de l'Occident. Et Napoléon, après avoir fait pas mal de massacres au Caire, il réunit les cheikh du Caire et il leur dit « Eh bien maintenant, écoutez, vous avez... c'est un dîner, c'est retracé dans un des moniteurs de l'époque. Il leur dit vous étiez une grande civilisation, vous, les Arabes, les musulmans, mais maintenant vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qui vous reste ?» Et le grand cheikh du Caire lui dit « Le Coran ». Et Napoléon leur dit « Mais est-ce que dans le Coran, il y a de quoi fabriquer des canons ?» Et tous les cheikhs du Caire répondent « Oui, il y a de quoi ». Voilà, cette confrontation, déjà, elle est là, elle est entre, d'une autre manière, science technique et la loi révélée. Et certains, aujourd'hui, certains musulmans répondent comme ça, veulent continuer à répondre comme les cheikhs du Caire. Répondent que dans leur texte, il y a tout, et vous avez des développements sur la science qui est déjà comprise dans le texte coranique, etc. Bon. Ensuite, je vais vite parce que quand on parle là brièvement, il faut être un peu schématique. Malgré cette violence et cette arrivée, beaucoup de musulmans vont devenir des partisans des Lumières de l'Occident, pensant que ces Lumières de l'Occident vont leur rappeler leur propre lumière à eux. Et donc il y a une sorte de solidarité des Lumières qu'ils invoquent. Et de l'autre côté, il va y avoir évidemment ceux qui vont s'opposer, ce sont les anti-Lumières, qui vont s'opposer à cela. Eh bien, cette histoire continue aujourd'hui, sous d'autres formes, de diverses manières. Et si nous venons à l'époque immédiate, après le colonialisme, qui a été une période terrible,
les pays du monde arabo-musulman qui ont été colonisés, qui ont subi ce qui s'est passé pendant la période coloniale, sont devenus tout de même héritiers et se sont sentis héritiers de certains aspects de ce que les puissances coloniales avaient amené, notamment l'État. L'invention de l'État européen, qui est un instrument absolument extraordinaire, capable de modifier la société, de la changer. C'est ça l'État. L'État, ce n'est pas des lois qui sont données d'emblée. On peut modifier les lois, les changer carrément l'humanité dans laquelle dont cet État se sent souverain. Et ces changements vont être si extraordinaires, tout en conservant l'homogénéité, disons, collective, le principe du commun. Bon, le dernier acte, c'est, par exemple, en France, le mariage pour tous, qui va modifier jusqu'à la notion de généalogie elle-même. On parle de généalogie, on ne comprend plus la généalogie de la même façon après cette loi-là. Bon. Les pays du monde arabo-musulman ont hérité de cet État colonial, parfois, en effet, de ces modalités de faire, les pires. Et il y a eu un moment qui était le moment du nationalisme arabe et du socialisme arabe, où la faille entre le monde européen et le monde arabo-musulman était toute proche de assez rétrécie énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une espérance dans laquelle cette invention politique de l'État permettait de rapprocher beaucoup. Le nationalisme arabe et le socialisme arabe étaient très proches des idéologies qu'on pouvait trouver en Europe à l'époque. Donc nous étions très proches. Et puis, il y a l'échec de ces États à répondre aux besoins de leur peuple. Et c'est sur cet échec qu'est revenu le mouvement religieux, que moi je considère toujours comme héritier des anti-lumières, qui aujourd'hui s'est développé sous le nom d'islamisme, avec des revendications de justice, voyant en effet dans la religion et dans le retour à des sources la possibilité de répondre ce à quoi c'est cette construction de l'État et du politique, donc là où elle a échoué. Bon. Je peux vous dire, moi, en tant que psychanalyste et travaillant avec des individus, je vois ce clivage entre, d'un côté, une partie du sujet qui se sent héritiers. Parce que qu'est-ce qu'ont produit l'État ? Ils ont produit de la sécularisation. Parce que le monde musulman, contrairement à ce qu'on dit, est très sécularisé dans la vie quotidienne. Regardez les jeunes, comment ils vivent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils chantent. Il y a du rap en arabe, il y a tout ce que vous pouvez voir. Et parfois, on a des difficultés de voir la distinction entre quelqu'un qui habite dans la banlieue d'Alger, dans la banlieue de Paris ou à Marseille. Voilà. Donc, il y a une forme d'homogénéisation contre laquelle, d'ailleurs, ils se révoltent. Parce que ils se révoltent, mais en même temps, ils se sentent hérités de ça. Et un des traits que moi je remarque dans les jeunes que je reçois, qui après se radicalisent, c'est le fait qu'en eux-mêmes ils sont partagés, que la faille passe à l'intérieur d'eux-mêmes. D'un côté, quelqu'un qui veut être l'héritier d'une fidélité à ses ancêtres, à ce qu'il pense être l'islam, parfois réduite à quelque chose de très simplifié, et de l'autre côté, une part de lui-même qui est sécularisée, parce que ça correspond au monde où il vit. Et ces deux parties sont parfois en affrontement. Et le surmusulman dans tout ça ? Eh bien, le surmusulman, moi, ce n'est pas du tout pour dire que y a une superpuissance. C'est ça, c'est cette lutte entre l'héritage d'un côté, certains chez lesquels l'héritage de l'islam et l'héritage du monde contemporain sont dans un affrontement, et que pour pouvoir vivre dans cet affrontement, eh bien, il faut qu'ils deviennent encore plus musulmans que le musulman qu'il naît, et donc en rajouter, surrajouter par des signes extérieurs, par des modes d'être qui sont très souvent extérieurs, très souvent, et parfois extrêmement superficiels. C'est pas toujours le cas, mais c'est cela. C'est ça le sur.
c'est en rajouter parce qu'on se sent en défaut, parce que la partie de soi qui veut être musulmane et se révolte contre l'autre partie qui est tout de même bien enracinée dans la vie sécularisée, et c'est cette lutte interne, c'est ça que je voulais dire en fait, la faille elle est à l'extérieur mais elle est à l'intérieur de nous. Et lorsque les conditions de la vie matérielle, les conditions du respect de la dignité ne sont pas réunies, eh bien cet affrontement devient terrible, cet affrontement intérieur devient terrifiant. Il peut prendre des formes très très violentes, des formes aussi dans lesquelles on veut incarner quelque chose qui devient vraiment un absolu. Idéal. Un absolu. Merci Fethi Benslama. Pauline Cochette, on revient donc au temps du Moyen-Âge et dans un moment où finalement par rapport à cet absolu, il y avait déjà finalement le développement d'un esprit critique et vous travaillez, vous-même vous êtes normalienne, vous avez vécu en Égypte et en Syrie et vous travaillez donc sur l'héritage grec, la philosophie médiévale et en ce moment plus particulièrement sur l'articulation entre médecine et philosophie. Et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qui était faite par ces chercheurs, par ces médecins, par ces philosophes, à l'expérimentation, à l'hypothèse, au doute? Oui, bonjour. Je rebondirai, bien sûr, tout à fait sur ce qu'a dit Fethi Benslama sur la question de l'héritage, puisque ça va nous amener au doute. Mais effectivement, on choisit son héritage. Et nous-mêmes, on est en train de choisir notre héritage. Et c'est toute l'importance, à mon sens, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ali Ben Maklouf, pourquoi lire les philosophes arabes? Parce que justement, pourquoi restreindre notre héritage à l'unique référentiel religieux qui est bien loin de constituer l'unique référentiel des textes qui ont été écrits en langue arabe. Et la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que les textes de philosophie notamment, mais pas seulement, les textes scientifiques, les textes sont souvent bien peu accessibles parce que pas traduits. Et donc effectivement, pour se réapproprier, pour choisir nous aussi notre héritage, on a un travail nous-mêmes à faire sur la langue arabe. Ce qui rend évidemment les débats sur l'apprentissage de l'arabe d'autant plus sordides et décalés, puisqu'on est, nous aussi, en train de choisir notre héritage. Et cet héritage aura les dimensions qu'on lui donnera, aura les dimensions qu'on est capable de... On retrouve le thème de l'éducation, de l'enseignement. Oui, on retrouve le thème de l'éducation, de l'enseignement, de l'effort qui a apporté sur un travail long. Ça fait aussi partie du problème, un travail qui est long, celui de rendre ces sources accessibles. Et une fois qu'on plonge... C'est votre travail. Oui, une fois qu'on plonge dans ces sources, on se rend compte que des mondes s'ouvrent devant nous, et des mondes effectivement qui sont faits, qui sont travaillés par donc l'esprit critique. On a souvent, c'est arrivé malheureusement qu'on ait qualifié la philosophie arabe de philosophie du commentaire, parce que c'est ce qu'on a cherché d'abord dans la philosophie arabe. On a cherché du grec en arabe, donc forcément on a trouvé ce qu'on avait cherché. Mais si on plonge dans ces textes, on se rend compte que le rapport des Grecs et des Arabes, le rapport des Arabes aux Grecs, des philosophes arabes aux Grecs, est travaillé par des tensions, et ce n'était pas un rapport simplement d'importation des textes grecs en arabe. D'abord, ce serait complètement impossible que autant de textes aient été traduits du grec vers l'arabe ou que ce soit seulement un décalque. Bien sûr que ce travail traduire, c'est jamais seulement traduire. Il y a en ce moment une exposition sur la traduction, bientôt, au MUSEM, où
Enfin, je pense que, bien sûr, cette exposition va montrer que quand on traduit, on fait bien plus que traduire. Et c'est ce qui s'est passé au début de l'Empire abbasside. Et pour que autant de textes grecs aient été traduits en arabe, d'abord, il a fallu qu'il y ait une demande scientifique, même politique, extrêmement forte. Oui, le lien avec le politique, c'était pas des savants dans une tour d'ivoire. Ils étaient très proches du pouvoir, voire soutenus, encouragés par le pouvoir. Oui, c'était une politique étatique de traduction à grande échelle. C'est au fond une politique de puissance qui a été mise en œuvre, de puissance par la pensée, par l'appropriation de la connaissance, et qui s'est largement répandue dans tout le monde. Voilà, c'était fondé sur une vision du progrès scientifique qu'on retrouve dans les textes, par exemple dans les textes de médecine, ce sont ceux que je connais le mieux, mais qui sont de dire, voilà, ce serait absurde de penser que le progrès, que le savoir est achevé. Donc voilà, nous sommes des nains sur les épaules des géants, donc récupérons, traduisons, approprions-nous les textes scientifiques qui contiennent le savoir auquel les hommes qui nous ont précédés sont parvenus, et à partir de là, bâtissons à partir de là dans la critique. Et effectivement, vous donnez un exemple, justement, puisque vous avez travaillé notamment sur la médecine, je pense Galien, Razi, oui. Pour montrer que, justement, la précision de ce qui est advenu et l'apport de ce qui est... Et qui montrait aussi, puisqu'on parle de failles, que là, il y a une de ces grandes continuités entre l'héritage gréco-latin et ce qui se noue, ce qui se produit, ce qui se pense en langue arabe. Oui, donc... Alors, il faut savoir que la quasi-intégralité des textes grecs, et notamment des textes de Galien, pour parler de médecine, ont été traduits en arabe. Ça représente une somme phénoménale de textes. Quand les médecins, donc par exemple Abou Bakr al-Razi, qui est un médecin mais aussi un philosophe, reçoivent ces textes, que fait Razi ? Razi écrit d'abord des résumés pour que les idées... Parce que Galien est un auteur très prolifique, donc c'est impossible de tout lire. Donc il écrit des résumés, mais pas seulement. Il écrit aussi un texte qui s'appelle donc Les doutes sur Galien, qui me tient à cœur. Donc les doutes, le mot qu'on traduit par doute, c'est en arabe c'est shoukouk, et donc qui est un terme qui évoque le doute, mais qui évoque aussi l'objection, les apories. Donc pour Razi, l'enjeu c'est de montrer à tous les endroits où Galien s'est trompé, et donc pour aller plus loin. Mais ce terme de doute, je le garde, même s'il n'est pas forcément extrêmement exact, je le garde parce que justement il contient en lui, je pense qu'il véhicule bien ce rapport de Razi et qui a été celui adopté par la plupart des scientifiques arabes, qui est d'interroger ce qui représentait pourtant l'autorité, une autorité incontestée dans le domaine médical. Et bien même celle-là, et c'est un petit peu la faille aussi, c'est-à-dire que même chez Galien, il y a des failles, et il faut ouvrir ces failles, il faut aller creuser ces brèches, et c'est ainsi, et Razi se justifie longuement d'avoir osé écrire cet ouvrage, et dit voilà, dans les œuvres scientifiques du passé, il y a une faille, et pour le coup, ça c'est des failles qu'il faut creuser. Il y a des failles qu'il faut combler et d'autres qu'il faut creuser. Alors je vous pose la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure à Ali Ben Maklouf. Cet effort scientifique, il s'est poursuivi, ou il y a eu un moment où il a été moindre en quelque sorte ? Alors effectivement, l'idée d'un déclin de la philosophie arabe a fait couler beaucoup d'encre. C'est une idée qui est maintenant, je pense que... Non, je parlais des sciences là aussi. Ah ben non, mais les sciences... alors les sciences, on a une période un petit peu, une période où toutes les sciences, pas seulement la médecine, toutes les sciences, mais y compris donc la philosophie, grandissent ensemble. Je pense que c'est difficile ensuite de parler... ensuite, les circonstances politiques n'ont plus été réunies au point où elles l'étaient. C'est-à-dire, après, ça, je laisse la parole aux historiens, mais probablement, on n'a plus eu les circonstances qui ont fait que toutes les sciences ont pu progresser ensemble à un moment donné, et ce qui a fait un petit peu ce qu'on a appelé l'âge d'or. Mais ça veut pas dire du tout qu'il y a eu un déclin. Ça veut dire que les progrès scientifiques
scientifiques se sont poursuivis, mais peut-être de manière moins uniforme. Il y a eu la logique, par exemple, Ali Ben Makhlouf connaît ça beaucoup mieux, mais c'est bien sûr toute l'étude des textes de logique s'est poursuivie. Après, on n'avait plus le même configuration politique qui permettait vraiment uniforme. Merci. Ali Ben Makhlouf, vous voulez dire un mot? Oui, parfois le simple déplacement des centres de traduction a fait parler de déclin, dès lors qu'on avait déjà traduit toute la philosophie présente en Andalousie via les commentaires d'Averroès, précisément en latin, et que les reconfigurations géopolitiques ont fait que, comme je disais, il y a eu ce triangle, rectangle de Grenade, de Tlemcen, de Tombouctou et de Fès. Du coup, dans le monde, dans la région nord de l'Europe, on a dit déclin parce qu'on ne les a plus étudiés. Tout ce qui n'est pas traduit en latin n'existe pas, donc ça a décliné. C'est simplement un déplacement du regard qui donne lieu à une vision pessimiste ou décliniste. Alors François Burgat, je pense que là vous retrouvez une vision qui est assez proche de la vôtre. Vous venez de publier votre dernier ouvrage, donc c'est Comprendre l'islam politique, qui est paru à la Découverte en octobre. Vous y racontez en quelque sorte votre itinéraire de chercheur et évidemment vous y transmettez aussi votre vision de l'évolution finalement politique des nombreux pays dans lesquels vous avez travaillé, notamment l'Algérie, l'Égypte, le Yémen et la Syrie. Pour vous, vous êtes davantage sur l'histoire contemporaine. Est-ce que vous rejoignez un petit peu et votre thèse en quelque sorte? Je crois que votre propos vraiment qui vous singularise, c'est vraiment une description de la colonisation comme un processus finalement de fracture politique, économique et culturelle des pays qui ont été concernés par la colonisation, et finalement l'islam politique aujourd'hui qui est un processus de réappropriation de cette identité culturelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci Jean-Christophe, merci aux organisateurs, merci à vous toutes et tous qui donnez tant de profondeur à cet événement et tant de hauteur, c'est assez impressionnant. Je ne suis pas islamologue, donc je ne peux pas avoir exactement la même perspective. Je ne peux pas dire la norme du bon islam, mais je peux, et c'est ce qu'ont fait au moins 2 des participants, dire comment l'autre a vécu notre histoire partagée. Et c'est vrai que j'ai bu du petit lait, je ne le connais pas, mais je lui ai donné un coup de coude et je lui ai dit bravo Ali Makhlouf, parce qu'il a donné de la profondeur historique à ce que moi j'exprime dans les limites de mon savoir contemporain qui commence à la colonisation de l'Algérie. Et j'emploie un très très gros mot à l'égard du processus qu'ont vécu les Algériens après la conquête coloniale. Accrochez vos ceintures, c'est très vilain, mais je dis leur culture s'est retrouvée folklorisée. Folklorisée, c'est-à-dire elle a été atomisée, elle a été privée de sa cohésion, de sa capacité à jouer dans la cour des grands, à fabriquer de l'universel. Et Ali Makhlouf vient nous rappeler que ça avait commencé plus tôt, déjà. C'est-à-dire que les Lumières n'ont pas accepté leur dette de reconnaissance, n'ont pas construit l'articulation qui nous permettait, dans la continuité, de voir que l'autre, c'était pas quand même n'importe qui qu'il était, que c'était grâce à lui si on tenait sur nos 2 jambes, etc., etc. C'est pas exactement ça quand même le thème de mon intervention. Le thème de mon intervention, c'est pas de rappeler qu'il existe une large diversité de modes d'appropriation de la religion musulmane en politique. Les autres l'ont fait, ils l'ont fait très bien, d'accord? Est-ce que c'est utile? Malheureusement, oui. Ça reste utile. Pourquoi? Parce que le titre de Marianne, il y a 2 mois, c'était « Les islamistes des Omeyyades à Daesh ». Non, je ne l'ai pas inventé, hein. C'était le titre de Marianne il y a 2 mois, des grands tirages de la presse. Donc ça reste utile, d'accord? Mais bon, moi j'en suis convaincu qu'il y a des modes d'appropriation en politique du référent musulman qui sont extrêmement diversifiés. Donc ce n'est pas la question que je pose, moi. Et c'est pour ça que je ne vais pas aller chercher la réponse
dans l'histoire musulmane, ou encore moins dans le dogme musulman. Je ne vais pas lire le Coran et dire « Ouh là 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 là, il y a une sourate là, ouh, j'enlèverai bien la fin ». Non. D'accord ? Pourquoi ? Ce qui compte pour moi, c'est de comprendre pourquoi un individu jeune ou moins jeune, il n'y a pas que des jeunes qui sont dans l'état d'esprit de la rupture totale avec le monde occidental de nos jours, pourquoi un jeune acteur politique, lorsqu'il se tourne vers lorsqu'il entre dans le supermarché des modes d'appropriation en politique de la religion musulmane, pourquoi il choisit l'option binaire, clivante, totalisante, potentiellement conflictuelle ? C'est ça qu'on doit comprendre. Et la réponse à cette question, elle n'est pas dans le dogme. La réponse à cette question, elle n'est pas dans l'islamologie. Quand le CNRS, pour nous aider, nous Français, à répondre à la problématique de la violence que nous subissions, a dit « Allez, je vais donner un coup de main », il a créé 10 postes de chercheurs. Quelle discipline ? Islamologie. Quel est le message ? C'est l'incapacité à penser la responsabilité des non-musulmans dans un processus qui est complexe. Il ne s'agit pas de l'écrire en noir et blanc. Je ne vais pas l'écrire en noir et blanc. C'est-à-dire qu'à peu près tous ici, à cette table, nous avons quelque chose à dire. Oui, même si nous avons des divergences, mais il faut quand même les quantifier, ces divergences. Hein. Et donc, je pense que j'ai un petit problème, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a sur le marché de l'explication de la violence à laquelle nous sommes confrontés, hein. On a celle qui se porte très très bien, donc je ne vais pas y passer longtemps, les fous de Dieu. C'est quand même ce qui se fait de mieux. Les fous de Dieu, ça fait longtemps que ça sert. Hein. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais au Yémen en l'an 2000. Vous savez, il y avait un bateau de guerre américain qui était en train de parachever l'embargo. Cher Thierry, tu as parlé de terrorisme civil contre les enfants. Alors, c'est bien qu'on fasse cette petite parenthèse. Le US Cole était en train de parfaire l'embargo contre l'Irak, dont on savait déjà, c'était attesté, y compris de sources américaines, qu'il avait fait 500 000 morts parmi, excusez du peu, la population enfantine de l'Irak. D'accord ? Alors il y a des petits jeunes là, ils sont allés faire ce truc, c'était être des fous de Dieu bien sûr. Hein, ils sont allés se faire sauter pour arrêter le fonctionnement du US Cole. Hein, et le président, c'était pas Trump à l'époque, c'était Clinton. C'est marrant, hein, c'est juste. C'était Clinton, c'était son mari. Hein. Il est venu aux funérailles des petits marins, des 17 marins du US Cole, et il a donné sa version. Il a énoncé, je pense pour la première fois à l'époque contemporaine, parce que nous avions déjà des épisodes, on pourrait y revenir, français de terrorisme. Il a donné sa version, il a dit « Ces jeunes sont morts parce qu'ils étaient des amoureux de freedom and liberty ». Voilà, c'est tout. Ce logiciel-là, il est né à ce moment-là. Donc, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais la deuxième dispositif analytique que nous avons sur le marché, ce ne sont pas des fous de Dieu, c'est des fous tout court. Bon, alors là, bon, suivez mon regard, mais on fait venir la psychanalyse ou d'autres disciplines, hein, mais il y a un dispositif qui fait qu'on a une propension. Alors il y a le fou tout court, le fou social, nihiliste, qui est coupé des racines sociales, des souffrances du groupe de son appartenance. Bon, je ne regarde pas à ma gauche, c'est pas vrai, je regarde ailleurs. Mais ce nihiliste, ce pied nickelé, est un produit, on ne sait pas très bien d'ailleurs quel est le produit, quel est le mécanisme qu'il fabrique, mais il n'a rien à voir avec les souffrances du groupe dont pourtant il estime, il espère manifester la révolte. Et puis il y a le fou qui est fou parce que c'est quand même en relation avec sa religion. Hein. Ça, c'est une religion un peu spéciale et donc ça nous donne ces problématiques où la religion musulmane a une propension supérieure aux autres, hein, à manifester, à produire des individus qui vont entrer dans des conduites de rupture totale. Alors moi je sais, il faut mettre un petit peu de... Vous reprenez un peu cette idée de Olivier Roy, de l'islamisation, de la radicalisation. Comment vous la recevez? Comment vous la rejetez éventuellement? Oui, voilà, mais c'est à lui que j'étais en train de répondre, figurez-vous. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas manier le blanc et le noir quand on analyse un phénomène aussi complexe que ça, d'accord? Donc il y a dans l'islamisation de la radicalité quelque chose d'assez remarquable, ça permet d'exonérer la responsabilité de la totalité des musulmans. On dit ces petits gosses-là, ils n'ont rien à voir avec vous. Why not?
c'est gentil, ça part d'un bon sentiment. Mais comme le refait Olivier dans le dernier livre, le Djihad et la mort, il en rajoute une couche. Il dit, c'est même pas des victimes. Ils n'ont même pas la colonisation, ils l'ont pas connue. Vous diriez ça à des Arméniens de Marseille, vous diriez ça à des Juifs de Marseille, soyons sérieux. La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Vous y étiez pas. De quoi vous mêlez-vous? Ça, c'est un peu lourd, ça passe pas chez moi. Le conflit israélo-arabe, rien à voir. Alors, cette notion des pieds nickelés qui sont complètement isolés de la matrice sociale, de l'imaginaire politique des gens dont ils ont subi la stigmatisation, pour moi, ça passe pas. Tout le reste, ça passe. Tout le reste, ça passe. L'idée qu'on peut exonérer, bien sûr, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on porte la responsabilité de ces expressions extrêmes de l'appropriation en politique de la religion musulmane. Mais ces individus qui viennent de nowhere, moi, ça me plaît pas. Alors sinon, je crois il faut parler clairement. Donc je vais dire ici à Fathi Ben Slama mon admiration sans réserve pour l'ouvrage Le Surmusulman. Moi, depuis que l'ouvrage est paru, je vous le jure, tous les matins, j'attends les 2 tomes suivants. J'attends les 2 tomes suivants. J'attends le surgaulois. J'attends le surgaulois parce que je me dis, quand même, ces racines chrétiennes qui arrivent à s'infiltrer dans le bastion de la laïcité, c'est curieux ça. Il doit se passer des choses bizarres quand même. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé récemment sur Arte le logiciel des colons israéliens. C'est pas triste quand même. Et je me dis, peut-être que le surjuif, ça pourrait nous aider à mieux comprendre les dysfonctionnements du monde dans lequel nous évoluons. Mais malheureusement, je ne vois pas les 2 autres tomes arriver. Bon, alors, Fathi Ben Slama, je ne suis pas sûr que... Bon, Fathi Ben Slama est très sport, il applaudit François Burga. Mais je l'applaudis parce que, en partie, je suis d'accord sur un certain nombre de choses qu'il dit. Depuis des années, j'ai déjà eu des débats avec lui, et ça fait partie des gens avec lesquels je peux ne pas être d'accord en partie, mais je peux discuter avec lui. Et mon livre est sorti au mois de mai. Pour les 2 tomes, c'est un peu court. Il faut me laisser un peu de temps. Mais ils vont venir, vous nous les annoncez? Je vais vous expliquer Le Surmusulman. Bon, je vous dis que vous avez lu, donc c'est bien, ça me rassure. D'abord, il y a juste une chose. Quand vous dites que la psychanalyse dit que les djihadistes, tout ça s'en fout, ça, c'est pas vrai. C'est une des choses que je me tue à dire. C'est que, et là je ne parle pas comme ça de vue de télescopique, vous les sociologues, vous parlez comme ça d'en haut, société, le monde, là dans cette salle il y a 1000 personnes, voilà, on peut les compter. Bon. Vous avez cette vue comme ça d'en haut de l'ensemble de la société. Moi je travaille avec des individus, je les regarde de près, je vois les cas. Et j'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit même dans le livre dont vous parlez, que ce qu'on appelle les radicalisés, les djihadistes, occupent tout le spectre de ce que nous connaissons, de l'organisation normale et pathologique et des cas limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une spécificité particulière de ces jeunes, parce qu'il s'agit de jeunes pour les 2 tiers, il faut le savoir, 15-25 ans, les 2 tiers. Et qu'il y a parmi eux des fous. Eh oui. Et il y a des cas psychopathologiques, il y a des psychotiques. Le type qui a tué le prêtre a fait des séjours en psychiatrie. Même le type qui a fait l'attentat de Nice, il y a des indices qui vraiment montrent que ce type était très fou. Bon, alors, il ne faut pas nier ça non plus. Et c'est ça. Je pense que parfois, les sociologues veulent ignorer les autres disciplines. Il y a un type de sociologue, pas vous, spécialement. C'est l'art de la conversation qu'on avait, vous avez vu. Oui. Non, mais parce que je le répète, avec Burga, on peut discuter, il a des thèses, etc. Par exemple, il y a un point que moi, je pense que vous généralisez beaucoup, c'est sur le colonialisme. Soit le colonialisme a été la première mondialisation par laquelle l'Occident est allé, première mondialisation occidentale, violente, etc. Mais j'ai dit qu'il y a aussi une réappropriation, ou une appropriation, mais ça, je crois que vous serez d'accord. Mais aujourd'hui, les processus qui se passent dans le monde, et qui ce sont des processus
de destructivité et d'aliénation ne sont pas ceux du colonialisme. Et sont ceux dont souffrent les jeunes dont parle Olivier Roy, c'est autre chose que le colonialisme. Justement, ils n'ont pas connu, ils connaissent autre chose. Autre chose qui est liée à ce que une forme de mondialisation produit à un type de désespoir et de destructivité qui est en gros celui d'individualiser les êtres humains à un point où ils deviennent des gens isolés et qui sont obligés de recourir de plus en plus à des modes de se lier qui peut-être peuvent être des modes fous aussi. Et nous sommes à autre chose. Nous sommes dans un moment post-colonial où il se passe d'autres modes d'aliénation qui sont très 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 graves. Peut-être parfois même, je me demande s'ils ne sont pas aussi plus graves que ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Dans certains moments, on se le demande. Bon. Donc, je crois que le colonialisme, il ne faut pas nier ses effets, mais mettre le taquet uniquement pour expliquer ce qui se passe comme dérèglement dans le monde que sur le colonialisme et sur ce que l'Occident a fait, en oubliant la responsabilité de ce monde. Et c'est ça, le grand... Moi, en tout cas, pour moi, je ne cherche... c'est pas mon boulot d'aller voir s'il y a des surjuifs ou du surchrétiens ou du surcatholique. C'est à eux de faire ce travail. Moi, je fais le travail sur le monde musulman, sur les musulmans. Il n'y a pas de monde musulman, je suis d'accord avec. Sur les musulmans. J'estime que c'est là mon travail qu'il réside, à ceux qui doivent développer les outils critiques et de déconstruction d'ailleurs, qu'ils le fassent ce travail. Alors, le psychiatre... Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas le deuxième et le troisième tome. Il n'y aura pas de deuxième tome. Le psychiatre a répondu aux sociologues, politologues. Le philosophe, les philosophes, Ali Ben Maklouf. Rapidement, 4 points de l'échange que nous avons ici. Premier point, colonisation, néocolonisation, postcolonisation. Nous vivons une néocolonisation dans la mesure où les colons étant partis ont donné les clés des pays à des gens qui ont continué les mêmes pratiques. C'est-à-dire... Et donc, de ce point de vue-là, je reprends mon idée du déficit éducatif. Depuis 60 ans, les pays décolonisés n'ont pas éduqué massivement. Si bien que nous, quel est notre rôle? C'est mon second point. Quel est notre rôle? On n'est certainement pas là, nous, entre guillemets, intellectuels. Je n'accepte le mot que pour dire, comme les médiévaux, que c'est vivre sous l'intellect, sous la conduite de l'intellect, mais pas au sens de décrypter la réalité pour les autres. Je trouve que c'est épouvantable de penser que les intellectuels décryptent une réalité que les gens, massivement, ne savent pas. Tout le monde sait tout. Simplement, qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye de faire apparaître les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses. Et les structures de pouvoir qui invalident le discours des masses, c'est le fait que, justement, on ne converse pas avec les gens qui ne sont pas dans une symétrie de situation économique avec vous. Vous savez que les Palestiniens gagnent quand un Palestinien gagne 100 €, un Israélien gagne 1500. La différence est de 1 à 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les murs qui se dressent entre nous et les failles qui sont abyssales sont non pas entre les cultures, mais entre les surabondances et les pauvretés. Et c'est précisément ce point-là qui est majeur. Et ces failles entre les surabondances et les pauvretés, c'est ce qui fait que l'austérité, et là je vais me mettre dans le temps court, l'austérité que nous vivons depuis 10 ans, depuis la crise de 2007, l'austérité a profité aux riches et les perdants, précisément, ont eu à facilement désigner des boucs émissaires. Et on dit pourquoi des pauvres votent précisément Marine Le Pen, etc. Parce que les perdants de l'austérité cherchent, on leur indique des boucs émissaires et ils vont précisément les chercher très rapidement. Et mon quatrième point,
qui est, si vous voulez, celui des représentations. Vous avez parlé des fous de Dieu, on se représente, on se fait des fantasmes, etc. Moi, je crois qu'il n'y a que des pratiques. Et même les théories, je suis un homme de théorie, même les théories sont quoi? C'est des relais de pratiques, d'un point de pratique à un autre point de pratique. La théorie, ça relie des pratiques. Et précisément, la représentation, moi, je ne sais pas ce que c'est, parce que quand je suis enfermé dans la pénombre des faits au moment de dormir, c'est jamais très beau. Tu fais des cauchemars. François Burgat, donc, pour surmonter la faille, vous, qu'est-ce que vous recommanderiez? L'origine des violences qui nous explosent au nez, c'est le dysfonctionnement des mécanismes de représentation des systèmes politiques des sociétés concernées, chacune dans leur catégorie. L'Irak, enfin l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, nos sociétés, avec des degrés différents. Mais la matrice, la seule, la vraie, c'est pas la première fois que des disciplines essayent de dépolitiser complètement l'analyse. Je vais vous prendre un autre exemple, pour pas qu'on dise je m'acharne, je vais parler d'un autre collègue. C'était au Salon du Livre de Beyrouth, il n'y a pas si longtemps que ça, et un collègue qui a écrit cet ouvrage que vous pouvez retrouver, qui s'appelle « Rencontre des civilisations », avait essayé d'expliquer, il a juste oublié qu'il n'était pas à Marseille, il était à Beyrouth. Et il a fait une petite erreur de communication. Il a essayé d'expliquer que les attentats suicides en Palestine, ils étaient liés à la structure, c'est intelligent ça, la structure patrimoniale de la famille palestinienne qui différait l'âge du mariage et qui faisait que ces petits jeunes ne pouvaient pas se marier. Donc vous voyez, et ça c'est une thématique qui plaît beaucoup aussi à mon voisin, c'est la sexualité des opposants à l'ordre mondial. Il y a toute une partie de la violence qui s'explique par les troubles de la sexualité. Alors les jeunes palestiniens, ils ont des troubles de la sexualité qui les rendent violents et qui font qu'ils font des attentats suicides, d'accord ? Non, mais bon, alors c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'explication. La matrice que je pense devoir rappeler, elle est, je suis désolé, politique. Les dysfonctionnements des mécanismes d'allocation des ressources et de la représentation politique dans les sociétés du théâtre oriental. Pourquoi et dans la les sociétés... matrice? Pourquoi la matrice? Puisque vous dites c'est jamais en blanc et en noir. Pourquoi la matrice? Pourquoi pas les matrices? Pourquoi est-ce que la matrice dominante. On doit pouvoir hiérarchiser. Et j'assume cette hiérarchisation. C'est la variable politique qui doit primer dans l'explication. C'est pas la variable psychanalytique. C'est pas la variable démographique. Je veux bien que peut-être les troubles de la sexualité des Palestiniens les poussent aux attentats suicides. Mais enfin, moi, je veux. J'ai cité dans mon livre, j'ai pris quelqu'un de très médian, Régis Debray. Il dit Régis Debray, moi je suis allé en Palestine. On m'avait expliqué que c'était le Hamas qui poussait les enfants à commettre. Et moi, ce que j'ai vu, c'est une dame de 67 ans qui, un matin, a mis un bandeau sur son front, a acheté plein de bonbons pour ses obsèques, pour les offrir à ses petits-enfants, et qui est partie se faire sauter. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'était des petits-enfants qui essayaient de retenir mamie. D'accord ? Donc, la matrice, je suis désolé, on doit donner la priorité à une explication de nature politique. Après, je veux bien des autres explications, ce sont des facteurs adjuvants. Voilà l'élément de controverse. Là. Non, mais voilà. Alors, Fethi Ben Slama et Ali Ben Maklouf qui demandent la parole aussi. C'est là où François Burgat, je ne vous suis plus, parce que là, vous devenez... Mais quoi ? Notre vie est que politique ? Non, elle n'est pas que politique. Le politique, il a sa sphère, il a sa dimension. Dire que les Palestiniens s'explosent parce qu'ils perdent de problèmes de sexualité, ceux qui disent ça sont des idiots. Ça a été écrit quand même. Qui l'a écrit ? Publié, Youssef Courbage. Ah oui, bon. Mais... mais c'est pas rien quand même. C'est un démographe. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas que votre discipline. Mais qu'est-ce que serait le politique dans ce pays si la sexualité, qu'est-ce que serait aujourd'hui le politique en France si la sexualité était aussi réprimée que pendant la période où l'Église catholique dominait? Qu'est-ce que serait le politique aujourd'hui dans ce pays? Ça serait autre chose. Et là, il suffit d'aller faire quelques pas en Europe pour le voir. Quand on interdit l'avortement, quand on interdit, etc. C'est tout ça.
c'est pas aussi simple de dire le politique est la convergence. Politique au sens très large du terme. Alors d'accord, on élargit. Ok, je vous suis. Le politique est la résultante de beaucoup de choses. Il est la résultante de la vie matérielle des gens, il est la résultante de leurs mœurs, et la sexualité occupe une place. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on peut commencer à parler, mais on ne pose pas le politique comme mot. Ceci étant, juste d'un mot, je crois que ma préoccupation aujourd'hui, pour moi, va pour la jeunesse dans ce monde. En effet, les problèmes de la représentation, etc. Tout à l'heure, je parlais, après les élections l'élection en Tunisie, où il y a eu, disons, les séculiers sont arrivés au pouvoir, qui se sont alliés après avec les islamistes d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de maintenir la paix. Voilà des solutions où les gens n'essayent pas vraiment de foncer dans le mur, mais essaye quand même de trouver des voies de compromis. Le ministre de la Jeunesse me dit, mais voilà, il y a 11 millions en Tunisie, il y a 2 millions de jeunes qui n'ont rien, ils ne sont pas à l'école, n'ont pas de sécurité, de rien du tout. Voilà, ça c'est en effet le réservoir dans lequel on peut puiser par le désespoir dans lequel ils peuvent se trouver, toutes les formes. Et dans le monde arabe, la jeunesse, qui aurait pu être un atout, est devenue un danger. Un danger, pourquoi ? Parce qu'elle est à l'abandon. Et cet abandon, nous en retrouvons certaines formes dans nos banlieues aujourd'hui. Et quand vous laissez tomber des jeunes qui sont dans le moment, et il y a une des particularités des jeunes, c'est leur capacité de combat. Ils peuvent combattre, ils ont une force, et ils veulent combattre. Eh bien, ils sont amenés à combattre, à se battre. Et donc, un des grands problèmes aujourd'hui de ce monde, c'est sa jeunesse. C'est l'abandon de sa jeunesse. Et si ce n'est pas traité, eh bien, cette jeunesse, elle détruira ce qu'elle pourra détruire, et elle détruira au-delà, et elle ira détruire au-delà des frontières. Merci. Ali Ben Maklouf. Oui, j'appuie tout à fait ce qui est dit sur la jeunesse, parce que la répression frappe d'autant plus la jeunesse qu'on n'a pas besoin de jeunesse sur le marché du travail, et que ce capitalisme absolu fait que précisément cette jeunesse est évacuée. Et je voudrais me situer, depuis tout à l'heure, Thierry Fabre nous y invite, sur le temps long. Depuis pendant 10 000 ans, on a vécu une réalité qui était celle de l'espérance de vie entre 20 et 25 ans, pendant 10 000 ans, du néolithique aux années 1850. Et nous vivons quelque chose de complètement nouveau depuis un siècle et demi, c'est le vieillissement massif de l'humanité par l'alliance de 3 facteurs, la vaccination, la découverte des antibiotiques et bien sûr l'hygiène. Mais c'est un phénomène totalement nouveau dans notre humanité. Depuis 1850, ça a été multiplié par 3. La moyenne d'âge était de 20-25 ans. Un enfant sur 2 de moins de 5 ans mourait jusqu'en 1850. Donc c'est une réalité totalement nouvelle. Et comment ce vieillissement massif qui devient de plus en plus important, surtout précisément dans cette zone, dans cette région du monde que nous appelons l'Europe, qu'est-ce qui fait que, précisément, comme dirait Montaigne, je vais vers je reviens du monde au moment où les jeunes vont vers le monde, et tous ceux qui reviennent du monde ne veulent pas tendre la main à ceux qui vont vers le monde. 500 millions d'Européens sont effrayés par 1 million de migrants. 1 million sur 500 millions, c'est 0,01%. La France prend sa part de 36 000. Pourquoi 36 000 ? Parce qu'elle a 36 000 communes. Un étranger, un migrant par commune. Pourquoi on ne donne jamais ces chiffres ? Pourquoi on ne dit pas que... On dit qu'il y a une crise des migrants. On ne dit jamais que c'est une crise d'accueil et non pas une crise des migrants. Les mots sont importants. Pauline Cochette, donc Ali Ben Maklouf vient de parler des migrants, de la Syrie, c'est un pays que vous connaissez bien ? Oui, je pense que je voulais juste ajouter que justement, Ali Ben Maklouf parlait de notre rôle. Alors, je pense qu'à une petite échelle, notre rôle peut justement être d'essayer de favoriser la coopération entre
entre la France et les peuples, et surtout la coopération scientifique avec avec l'autre rive, les plusieurs autres rives de la Méditerranée, et notamment, comme on parlait des migrants, et effectivement, ça fait référence, pour moi, ça fait écho aux Syriens, qui est un pays qui, pour nous, devrait être un vivier pour ce type de collaboration, et pour la plupart des migrants, si on connaît un petit peu, si on connaît un petit peu le parcours de ces gens, ils représentent pour beaucoup, dans différents métiers, mais pour nous, autour de cette table, très directement, sont des gens avec qui il est facile de travailler et que ça pourrait donner un coup d'accélérateur à ce que nous faisons et à ce que beaucoup de gens font. Et c'est quelque part un rétrécissement qui nous porte, qui est évidemment pas possible de soutenir sur le plan moral, mais même qui nous empêche, nous, de progresser aussi, d'une telle fermeture par rapport à des populations qui sont, pour la plupart, très éduquées. On parlait de ça, justement, Pauline Coetchette, sur l'idée de surmonter la faille. Pour vous, un des chemins, c'est de multiplier l'interconnaissance ou l'entreconnaissance, de faire qu'on ne soit pas dans cette séparation qui justement nous divise, mais justement d'être dans cette circulation de la connaissance, de la pensée qui change les regards qu'on peut avoir sur ce monde. Oui, moi je suis assez étonnée et presque choquée de la difficulté qu'il y a à établir des collaborations scientifiques avec les pays arabes de notre côté. C'est-à-dire qu'on en parlait, mais l'Europe a de l'argent pour la recherche qu'elle refuse de mettre en dehors de ses frontières, sachant qu'Israël, pour l'Europe, est en Europe. Mais par contre, on ne peut pas établir de lien. Enfin, on peut, bien sûr, mais c'est très difficile, surtout sachant que maintenant, la France a une politique culturelle qui quand même dans un contexte budgétaire très difficile. Donc il faut absolument essayer de changer ça au niveau européen pour que ce soit plus facile de circuler, de collaborer et ainsi pour un petit peu abaisser les frontières qui vont finir par nous étouffer.